Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un métier absolument admirable. Je suis sincère à ce que je dis ça, parce que il y a des gens qui vont se dire oh, attention, euh, mais je vais m'expliquer. Je veux parler du métier d'avocat. Avocat. Ce sera intéressant de savoir pour quelle raison le mot avocat, enfin l'étymologie du mot, par rapport aux fruits. Enfin, juste une réflexion comme ça. Hein. Je me renseignerai. Bon, toujours est-il que, évidemment, pour moi, le métier d'avocat, enfin l'image que moi j'en ai, en théorie, c'est de prendre la défense de quelqu'un qui, à la base, se trouve en mauvaise difficulté puisqu'il se trouve accusé de quelque chose. Oui, je sais, ça peut sembler étrange, mais c'est quand même ce qui se passe. Hein. Notamment quand deux personnes décident de divorcer alors qu'aucun des deux ne s'accuse de quoi que ce soit, eh bien, jusqu'à preuve du contraire, on doit avoir recours à un avocat. Alors qu'à mon avis, on pourrait très bien s'en passer. Mais bon, bah oui, je veux dire, quand quelqu'un décide de divorcer et que ça se passe en commun accord et que tout le monde est d'accord, pour quelle raison avoir recours à un avocat alors que par définition, aucun n'accuse l'autre de quoi que ce soit. Ça arrive, hein, je vous signale, hein, souvent, quand des gens divorcent. Bon, ça c'est une chose. Mais alors, au niveau de la famille, il faut savoir que nous avons une relation particulière, la famille d'où je viens, j'entends par là, nous avons une relation particulière avec le métier d'avocat. Parce qu'il est arrivé une fois, dans les années 70, que mes parents se retrouvent à être jugés. Je ne me souviens plus, pour être tout à fait franche, s'ils avaient été accusés, non, ou si c'était eux, enfin je me souviens plus. Toujours est-il que le fait est qu'ils devaient prendre un avocat. C'était dans les années 70, et dans les années 70, c'était Jean Le Canuet qui était maire de Rouen. Il se trouve qu'à cette époque, la totalité des avocats du tribunal de Rouen étaient à la solde de Jean Le Canuet. Et qu'il y avait un certain nombre de notables, dont le nom d'ailleurs est toujours dans la profession dont il était question, donc eux aussi parfaitement à la solde de Le Canuet. Et que donc mes parents se sont mis à l'époque à la recherche d'un avocat. La totalité des avocats de Rouen, donc, refusaient de plaider pour défendre la cause de mes parents, qui étaient non seulement parfaitement honnêtes, comme ils l'ont toujours été, mais tout à fait dans leur bon droit. Et puis ils ont fini par en trouver un, figurez-vous, qui a accepté. Parce qu'évidemment, le problème, c'est que c'était un petit peu embarrassant quand même que tout le monde refuse, quoi. Et donc il a accepté, et puis donc le jugement a eu lieu, et là, vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, le mec, il n'a pas desserré les dents. Incroyable. C'est qu'il n'a rien fait. Oui, il a dû toucher le chèque, ça par contre, oui, bien sûr. Voilà. Consternant. Alors, il faut savoir que moi, en fait, je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir besoin d'un avocat en quoi que ce soit. Pour l'instant, en tout cas. Je sais pas si ça va durer. Mais bon, il paraît que Clémenceau disait que enfin, c'est pas il paraît, c'est une citation de Clémenceau qui dit que dès l'instant qu'on a de l'ambition ou qu'on a oui, c'est ça, qu'on a de l'ambition, il est tout à fait cohérent et normal d'avoir un certain nombre de procès plus on a de procès, en gros, plus on doit se sentir conforté dans le fait qu'on est sur la bonne voie. Personnellement, je suis pas du tout. Je pense que Clémenceau raisonnait comme ça à son époque. Il n'est pas du tout évident qu'il tiendrait le même raisonnement aujourd'hui. Moi, je connais des tas de gens qui soulèvent des causes qui sont vraiment. C'est vraiment le pot de terre contre le pot de fer, enfin le pot de fer contre le pot de terre. Non, pot de terre contre le pot de fer. Et ils n'ont pas nécessairement pour autant de procès au cul, quoi. Je veux dire, je pense pas que ce soit vrai aujourd'hui, ça. Ceci dit, quand on sait que l'on est parfaitement honnête, que l'on trace son chemin avec honnêteté et loyauté et cohérence et le fait de savoir que on a ou que l'on va avoir des procès au cul entre guillemets, comme on dit vulgairement, doit être une chose qui soit acceptée ou tolérée, quoi.
éventuellement même faire des procès quand on se sent menacé ou agressé, ou ouais, voilà, pourquoi pas. J'ai appris ce matin que DSK portait plainte contre le cinéaste pour son film, par exemple. C'est tout à fait intéressant. Voilà. Que ce monsieur ait un sens de l'honneur et de la dignité à ce point-là. Bon, enfin, nous ne changerons pas de sujet. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Oui, je me gratte l'œil. Alors, pour revenir à mon cas personnel et les avocats. Donc, la première fois, en fait, que j'ai eu affaire à un avocat, c'était une avocate, au sujet de mon divorce il y a quelques années, et il se trouve qu'elle a pris sa retraite, et que donc, c'est son successeur qui a repris le dossier. Et à chaque fois que j'ai affaire à lui, c'est-à-dire jamais, ça fait 4 ans quand même que j'ai commencé à divorcer, et depuis 4 ans, c'est silence radio, mais alors à un point qu'on ne soupçonne pas. Ah bon, on peut même pas dire qu'il est pas à la hauteur, hein. Tu sais même pas si, je sais pas, c'est du vent ou c'est du, il brille par son inertie, en ce qui me concerne, hein. Concernant la tutelle, il considère que c'est pas ses affaires. Voilà. Bon. Nous allons considérer que c'est un point de vue stratégique, hein. Je vais pas lui jeter la pierre, quand même, faut pas exagérer. Ce serait un coup à faire une allusion au Rolling Stone, alors c'est pas la peine. Mais, comment dire, nous allons dire que l'étrangeté de mon cheminement personnel, en lui seul, justifie le fait qu'il se comporte comme ça. Je veux dire par là que je ne l'incrimine pas en quoi que ce soit d'être malhonnête ou mal intentionné ou quoi que ce soit. Nous dirons que son silence est stratégiquement conforme à la curiosité de mon cas. C'est joliment dit, je vous signale. Mais c'est quand même, c'est vrai. Donc on va pas. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, c'est un métier, c'est vrai, sérieusement, hein, c'est un métier que je trouve tout à fait admirable à la base, parce qu'il consiste à prendre la défense de quelqu'un qui, se trouvant accusé, se retrouve un petit peu la tête enfoncée quand même, hein. Voilà. Alors, ce qui est terrible en fait dans le métier d'avocat, c'est que c'est un métier qui a très très mauvaise presse. Voilà. Quand quelqu'un dit, si vous entendez parler de quelqu'un qui a fait du droit et qui dit je veux être avocat, l'autre, ce qu'il pense, hein, alors je vais sembler dur, hein, probablement, mais ce que les gens pensent systématiquement, c'est ouais, c'est un bon moyen de gagner du pognon, quoi. C'est magouille et compagnie, c'est comme ça que le métier d'avocat est perçu. Il faut quand même le savoir. Je ne dis pas que c'est ce que je pense moi, je dis que c'est comme ça qu'il est perçu, ce qui n'est pas du tout la même chose. Moi, alors, il y a aussi les gens qui considèrent que le métier d'avocat, c'est, comment dire, un métier d'opportuniste qui vont exploiter les détresses les plus extrêmes pour se faire, entre guillemets, des couilles en or, y compris quand ce sont des femmes. Ce qui en soi est tout à fait intéressant. Et des gens qui n'ont aucun scrupule, etc. Quoi. Là encore, ça n'est pas mon point de vue, mais c'est l'image que les gens en ont. Voilà. Moi, je vais voir les choses sous un angle différent, si vous voyez bien, si vous le voulez bien, parce que c'est pas du tout ce que je pense moi, justement. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est justement le côté, comment dire, le côté Don Quichotte, c'est-à-dire avoir affaire à quelqu'un, par exemple, qui a commis un crime, et puis il y a quelqu'un dont le métier va consister, contre rémunération, à faire ressortir dans son dossier et dans son parcours personnel tous les éléments qui vont être susceptibles d'être utilisés lors du jugement pour soit adoucir la peine, soit au minimum l'expliquer. Alors pour quelle raison de l'expliquer? Eh bien tout simplement parce que quand quelqu'un commet une infraction, quelle que soit la gravité de l'infraction, il y a toujours une genèse quelque part. Alors évidemment, il y a les cas de truands notoires, par exemple, qui n'ont absolument aucune notion du bien et du mal. Et donc, à partir de là, évidemment, respecter ou ne pas respecter la loi, pour eux, de toute façon, ça ne veut pas dire grand-chose.
Ça existe hein, quand même. Le problème, c'est que ça existe aussi, et c'est là où ça va faire mal, ça existe aussi chez les avocats. C'est-à-dire qu'il existe quand même des avocats qui se font une spécialité d'avoir des relations quand même avec des gens pas très recommandables. Voilà. Oui, je sais, ça fait mal à entendre, mais ça n'est même pas nécessairement plus de la France que je parle d'ailleurs. Je parle au niveau international, moi, au niveau mondial même. Aujourd'hui, par exemple, quand on voit ce qui se passe au niveau des mafias, au niveau mondial, hein, toutes les mafias qui sont à peu près répertoriées maintenant, je pense, d'une certaine façon, ont tous des juristes, des avocats, spécialisés en droit international, etc., qui bossent sur les sujets, quoi. Donc, ces gens-là, ils ont fait des études de droit aussi, hein, d'accord? On est bien d'accord. Ils ont fait des études de droit. Et on sait tous qu'il y a certains avocats quand même qui sont en relation avec certains politiques, avec certains hommes de pouvoir, etc. Il y a quand même certains avocats qui aiment bien ou qui ne lésinent pas sur le fait de naviguer en eau trouble, quand même. C'est quand même une vérité. Hein. Voilà. Mais moi, alors, pour vous dire, donc, évidemment, compte tenu du fait que j'ai affaire à un juge des tutelles, etc., et que je sois la conseillère de Christiane Taubira et du ministère de la Justice, il se trouve que je suis donc l'inspiratrice de beaucoup de gens qui travaillent sur des projets de loi, dont certains donc sont déjà sortis, et puis d'autres qui sont en cours d'études, et qui vont sortir, j'espère, ou qui vont au minimum, pas nécessairement sortir, mais au minimum, comment dire, servir de base de travail pour des lois qui vont être votées, qui vont pas peut-être pas passer, mais qui vont au moins être votées, ou qui vont être étudiées, qui vont être voilà, notamment en ce qui concerne l'évolution du droit de la famille, par exemple, tout ce qui tourne autour de l'adoption, de la PMA, de la gestation pour autrui, etc., des tutelles, l'évolution des tutelles, etc. Je sers de cobaye en fait, quoi. Et alors, donc étant l'inspiratrice de plein de gens comme ça, je suis aussi l'inspiratrice notamment justement d'un livre qui vient de sortir sur le métier d'avocat. L'avocat est passé à l'émission de On ne demande qu'à en rire, non pas On ne demande qu'à en rire, de On n'est pas couché de Laurent Ruquier, dont je suis l'inspiratrice aussi. Et évidemment, quand j'ai voulu rechoper, parce que j'ai vu l'émission justement, j'avais vu l'extrait, et j'avais trouvé ça absolument passionnant. Et c'est un bouquin que j'ai envie d'acheter parce que c'est un avocat, donc je sais pas s'il est à la retraite ou il a l'âge d'être à la retraite, quoi. Mais enfin, il reprend comment dire, les différents clients qu'il a eu dans sa carrière. Donc parmi tous ces clients, il y a de tout, quoi. Il y a à boire et à manger, comme on dit. Mais je pense que c'est un livre qui doit être super intéressant parce que justement, il doit expliquer plein de choses. Sur les motivations qui font... C'est parce que c'est ça qui est super intéressant en fait. Attendez, j'ai une espèce de bestiole, une coccinelle ou je ne sais quoi. Non, c'est pas une coccinelle. C'est un puceron. Oui, alors ce que j'étais en train de dire, c'est qu'en fait, ce qui est absolument passionnant, moi j'aimerais bien être une petite souris quand quelqu'un prend contact avec un avocat et puis qui lui dit voilà, j'ai tel problème, je cherche un avocat, est-ce que vous acceptez de me recevoir pour... Parce que moi, si vous voulez, j'ai pris contact avec certains avocats au sujet de la Cour de cassation à Paris et ils m'ont tous envoyé sur les roses. Ils m'ont tous envoyé sur les roses, je sais pas, j'ai dû en contacter 3 ou 4 à peu près, mais il y a un bout de temps déjà, dès que j'ai été mis sous tutelle, j'ai commencé par faire appel, et puis une fois que l'appel a été refusé, après j'ai pris contact avec des avocats pour aller en Cour de cassation. Et là, évidemment, les 3 ou 4 avocats que j'ai eu le secrétariat pour avoir un rendez-vous, on m'a carrément envoyé sur les roses, quoi. Poliment, hein, très poliment. Hein. Ils m'ont dit quasiment, on ne veut pas entendre parler de vous. C'était respectueux, hein, mais c'était clair. Voilà, bon, bref. Mais sans parler de mon cas particulier, parce qu'évidemment mon cas est effectivement extrêmement particulier, quand n'importe qui prend contact avec un avocat, je serais extrêmement curieuse, moi, d'entendre, d'avoir une copie de la conversation, de la première conversation, enfin des premières conversations. Pour quelle raison un client décide-t-il de choisir un avocat et pas un autre? Et pour quelle raison un avocat choisit-il de défendre un client et pas un autre? Vous voyez ce que je veux dire?
Ça, alors là, je suis extrêmement curieuse de connaître les motivations de l'un et de l'autre, justement. Parce que c'est valable aussi pour des choses complètement futiles, quoi. Je me souviens justement, Laurent Ruquier, dans On n'est pas couché, qui avait parlé de cet avocat qui ne prenait la défense que de clients qui avaient glissé sur une frite dans un McDo, l'autre qui avait glissé sur une feuille de laitue dans un autre restaurant, et puis un troisième qui avait dû avaler un petit caillou et puis qui était resté coincé dans la molaire. Enfin, que des conneries comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des avocats qui sont spécialisés là-dedans, quoi. Oui, c'est difficile de pas en rire, hein, quand même, hein, vous m'excuserez, mais franchement. Alors c'est vrai que ça va chercher une sorte de bestiaire, quand même, d'une largesse absolument incroyable, d'une largeur assez hallucinante, quand même, quoi. Entre défendre quelqu'un, par exemple, un criminel ou un violeur ou un pédophile récidiviste, et puis défendre quelqu'un qui a glissé sur une peau de banane et qui demande réparation. Enfin, glisser sur une peau de banane, comme clin d'œil à Christiane Taubira, on peut difficilement faire mieux. Hein. Bon, enfin, bref, ce qui se passe aussi... oui, moi, ce que je trouve extrêmement... comment dire, intriguant aussi, c'est de voir, par exemple, c'est pour ça que je suis très curieuse de ce livre-là en question, dont évidemment il est absolument impossible de trouver le moindre lien, bien évidemment, sur Internet, parce que j'ai fouillé, hein, ça fait une demi-heure que je fouille, donc ça va. Mais tant que la vidéo est pas faite, le lien, je vais pas le trouver, de toute façon, vous inquiétez pas. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis extrêmement curieuse aussi de voir l'âge avançant, de quelle façon les différents procès et les différents combats que cet avocat a menés, pour des cas extrêmes par exemple, de quelle façon ça l'a enrichi lui. Qu'est-ce que ça lui a apporté sur la façon qu'il a de percevoir la criminalité en général, sous toutes ses facettes malheureusement. Alors évidemment, en fait ce qui se passe, c'est que dans l'opinion publique, hein, quand je dis justement que les avocats ont mauvaise presse, c'est qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ne comprennent pas qu'on puisse défendre un criminel. Voilà. Alors pour mémoire, je rappelle que moi j'étais victime d'un pédophile quand j'étais enfant. Et par définition, moi je considère que le pire des criminels a droit à un avocat. Voilà. On est en démocratie, dans une démocratie, il y a un ministère de la Justice, il y a tout comment dire, il y a tout un système judiciaire qui existe pour prendre la défense du concitoyen, et donc le pire des criminels a droit d'être défendu. Et en fait, le pire des criminels a droit aussi à effectivement, dans son parcours personnel, de toute évidence, toujours un certain nombre de circonstances atténuantes. Ce qui ne signifie pas qu'il faille ni passer l'éponge, ni être béatement, comment dire, amoindrir le crime ou quoi que ce soit. Bien au contraire. Mais je pense que le fait de connaître le parcours individuel d'un criminel aide considérablement à rendre la justice. C'est une évidence. Voilà. Donc je suis très curieuse, hein, vraiment, de lire ce livre. Parce que, de toute façon, la criminalité, en règle générale, c'est quelque chose, sur le plan humain, qui est extrêmement intéressant, parce que, justement, ça permet de comprendre beaucoup de choses, quoi. Par exemple, on a tous croisé des gens dans notre vie qui ont commis des choses abominables. On ne le savait pas. On ne le savait pas. Et puis, après, on apprend, on dit, tiens, c'est bizarre, c'est étrange. J'aurais pas cru, ou... oui, je sentais qu'il y avait quelque chose. Enfin, je trouve que c'est très interpellant. Sur le plan strictement humain et sociologique, par exemple, c'est extrêmement interpellant. Et absolument passionnant. Voilà. Donc j'ai hâte de lire ce livre, en fait. Je vous promets que dès que je chope le lien de la vidéo de On n'est pas couché, je vais la poser sous la vidéo. Il faut le temps que la vidéo soit uploadée, etc. Voilà.